Rebonjour, je suis Denis Karegeya pour les gens qui viennent d'arriver. Je suis conseiller en financement aux entreprises chez Montréal Inc. Vous êtes dans le groupe de peer-to-peer à bien préparer sa prochaine levée de fonds. Nous sommes avec des entrepreneurs, Frédéric Mélenchon de Blinks, Jacob Flood de Eno, excusez-moi, William Saint-Pierre de Mecasys. Une levée de fonds est un processus complexe, ardu, long et parfois opaque. Et c'est pour ça que pour nous aider à y voir clair, nous avons invité ces entrepreneurs qui sont en cours ou ont récemment conclu des rondes de financement afin de nous partager l'expérience. Merci de vous être prêtés à ce jeu, messieurs. C'est bien apprécié. Donc, je vais vous demander à chacun de vous présenter rapidement. Peut-être, we're gonna start with Jacob. All right. Je vais me présenter en anglais, en fait, juste parce que je me communique beaucoup plus clairement. Donc, si vous avez des questions, si tu ne comprends pas, messagez dans le chat, puis je ferai une traduction. So, hi, I'm Jacob, founder of Eno. We recently rebranded. We used to be called Mindset. And we're making productivity tools that help you become more focused and in better control of your habits while you work. And so it starts with our headphone. I'm wearing it right now, and this is our other one. It has sensors that measure your brain activity in order to understand how focused you are. And then kind of like a Fitbit, gives you a dashboard that helps you understand how focused you are and how that affects your productivity. And then we have a new product that we just released, which is a music platform that adapts the musical landscape that you're listening to your brain activity and has been shown to improve your focus by 75% while you listen. And so we started about 4 years ago. We worked on the early R&D through the Next36 Accelerator and Hacks in Shenzhen, and then launched on Kickstarter to validate the proof of concept. Raised about $1 million there, and then since then have been working on getting our product up to mass production. And so it's taken us about 3 years. We, in the process of that, partnered with Onkyo to help us with the development of the hardware and with distribution. And we recently raised a round, I guess about a year ago, with led by Real Ventures and by SOSV. It was a pre-seed for $800,000. And so now we're walking into our next round. It's going to be a seed round of about 3 or 4 million. And that's going to be what leads us to our go-to-market and to building a product too. Merci, Jacob. Fred? Oui, bonjour tout le monde. Frédéric Mélenchon, fondateur de Blinks. Blinks est un outil de productivité relationnelle pour affaires. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les gens qui utilisent la suite Office 365 à automatiser leur suivi, se mettre à jour sur leur relation d'affaires sans avoir à sauter de calendrier, email, LinkedIn, CRM, Project Management Tool, etc. Donc, on agrège tout ça dans un timeline qu'on analyse pour donner des insights aux gens pour être plus productifs par rapport à leur relation avec leurs clients, leurs partenaires, leurs contacts. On vient de graduer du programme 500 Startups à San Francisco. Donc, on a gradué fin mars, qui a été la date à laquelle on a ouvert notre ronde pre-seed. Notre ronde pre-seed, on a levé 1 million canadiens. Elle a été fermée fin avril avec Alter Capital, un VC à San Francisco qui était le lead. Participation de Panache Ventures, 500 Startups et je crois une dizaine d'anges, dont un des bras droits de Bob Iger de Disney, les 2 cofondateurs de Flinks, Fred et YG, puis d'autres anges. Donc, enchanté tout le monde. Merci. Et puis, allez-y. Je pense que c'est moi qui reste là. Donc, bonjour tout le monde. Je suis content de voir qu'il y a pas mal de gens de connectés. Donc, moi, c'est William Saint-Pierre, président de Mecasys. Donc, Mecasys, nous, on est une entreprise hardware qui développe un système de projection laser qui permet d'afficher les plans de construction à l'échelle réelle sur les chantiers. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la rénovation, mais avant de faire de la construction, positionner vos matériaux, il faut que vous les tracez sur les planchers. Souvent, comment c'est fait, c'est avec un ruban à mesurer, un outil qu'on appelle le chalkline aussi. Donc, ça peut être très complexe de faire ça dans un appartement condominium où est-ce qu'il y a 200 unités, 300 unités. La complexité est très grande. Donc, nous, on permet vraiment d'aider les entrepreneurs là,
à augmenter leur taux de productivité, diminuer les risques d'erreurs humaines aussi, puis simplifier les flux de travail. Donc, on deal avec beaucoup du gros hardware, optique photonique, électronique et plusieurs autres technologies assez intéressantes. Donc, on est en train de planifier la commercialisation. On vient tout juste approximativement 5-6 mois, on vient de lever une ronde d'approximativement 1 million canadien avec des investisseurs américains. Puis, on est en train de planifier notre prochaine ronde, on est en contact. Donc, je pense que ça va être une rencontre, une discussion avec Fred et Jacob assez intéressante. Je pense que toutes les entreprises sont pas mal dans les mêmes niveaux. Donc, j'espère qu'on va pouvoir répondre à vos questions, vous aider un peu dans vos processus, parce que c'est toujours le fun de discuter avec d'autres entrepreneurs qui sont déjà passés par là. Merci. William, c'est pour ça qu'on vous a choisi. Comme vous êtes ici, ça va être bon. On est certainement... William, je vais te demander de mettre à table en nous présentant un peu les grandes étapes dans un processus de ronde de financement rapidement, puis après, on passera aux questions. Parfait. Il y a 2 façons de lever une ronde de financement. Il n'y en a pas 1000, il y en a 2. La première, qui est la plus difficile, c'est le fait d'établir des relations avec les investisseurs. Donc, tu établis des relations avec les investisseurs, puis tu es en mesure de diminuer le nombre d'investisseurs nécessaires que tu es en contact pour vraiment bâtir des liens de confiance et par la suite, il peut y avoir une offre d'investissement qui se produit. Puis l'autre étape, c'est là où est-ce que c'est toi qui la déclenches. Où est-ce que tu commences à contacter une centaine d'investisseurs, tu fais le roadshow pour être en mesure d'aller contacter les gens, Montréal, Toronto, San Francisco, etc. Donc, il n'y a pas de meilleure façon. La meilleure façon, c'est qu'il faut que ça fonctionne. Mais dans les deux façons différentes, vous allez passer vers un processus qui va être sensiblement le même. Premièrement, soit que vous contactez la firme ou que la firme vous contacte, vous allez sûrement rencontrer une personne qui est soit un associate ou un principal. Donc, lui, principalement, sa première tâche, c'est d'essayer de vous disqualifier, d'essayer de trouver des problématiques sur le scaling de votre business. Puis, l'objectif, quand que vous discutez avec un associate, c'est d'aller discuter avec un partner. Donc, la hiérarchie est quand même relativement importante dans une firme de VC. Donc, aussitôt que vous êtes en mesure de discuter avec un partner est capable de présenter cette décision-là à un general partner le general partner, principalement, souvent, met aussi de l'argent dans son fonds d'investissement. Donc, approximativement 1%. Donc, il gère également son investissement, puis c'est lui qui prend la décision finale dans un fonds. Donc, ça va se faire en différentes étapes. Vous allez rencontrer des gens dans différentes étapes qui vont être différents. Puis également, il va y avoir un processus de revue diligente en même temps. Donc, l'associé va faire une revue diligente très simple. Par la suite, le partner va faire une revue diligente un peu plus en détail, présenter le tout au partenaire général. Puis, une fois que le partenaire général a toutes les informations, vous convoque pour faire une présentation finale. Puis, par la suite, c'est là souvent parce que s'il y a une décision d'avoir un term sheet ou non. Puis c'est important à mentionner que le premier term sheet que vous recevez n'est pas le contrat officiel. C'est comme une lettre d'intention, en fait. Donc là, vous négociez votre lettre d'intention. Une fois que vous négociez la lettre d'intention, qui est le term sheet, vous signez et là, c'est la revue complète diligente que vous allez faire. Donc là, vous ouvrez vos livres complètement et une fois que ça c'est fait, là, il y a le vrai contrat d'investissement qui va se passer. Donc, certains fonds d'investissement ont des processus qui sont différents. Je vais vous expliquer un peu le processus assez standard d'une firme de capital de risque. Bien entendu, il y a différents types de fonds de capital de risque. Il y a des stratégiques, il y a des corporate. Ça peut être assez varié, mais en général, c'est souvent sur le même processus-là. Puis, à chaque fois que vous êtes en discussion avec un investisseur, je vous invite fortement à leur poser la question, c'est quoi votre processus d'investissement? Comme ça, vous êtes en mesure de savoir que s'il y a un intérêt de leur côté et de votre côté, qu'est-ce qui vont être les prochaines étapes et vous pouvez aussi vous mesurer par rapport au temps. Donc, si vous dit que la majorité du temps, ça prend 2 mois conclure un investissement, puis vous êtes rendu à 6 mois, c'est peut-être pas nécessairement un bon signe que c'est l'investisseur qui a le plus d'intérêt dans votre compagnie. Donc, des fois, ça peut être des choses extrêmement importantes, puis la meilleure chose à faire avec un investisseur, c'est d'être transparent. Je pense que la transparence est très, très, très importante parce que si les gens commencent à dire du bullshit,
Les investisseurs vont le savoir. Les investisseurs, ils rencontrent approximativement 15 entreprises par jour. Ça dépend de la taille du fonds, mais sont habitués de rencontrer des entreprises, des entrepreneurs aussi. Puis, il y a ce sentiment-là qui peut se ressentir si jamais vous n'êtes pas transparent avec vos investisseurs. Donc, principalement, il y a différentes étapes. Vous allez discuter avec différentes personnes. Puis, si vous recevez une term sheet, ben félicitations. C'est une bonne étape, mais c'est souvent là que ça commence. Donc, bref, c'est un processus qui est très haut en émotion, surtout si vous recevez plusieurs offres, qui est un aspect très intéressant. Donc ça, c'est assez... c'est un bon défi. C'est très haut en émotion. Je pense que Fred et Jacob peuvent parler également là-dessus. Là. On a une première question de Mathieu. Donc, je vais accepter sa caméra et puis son micro. Voilà. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien. Bonjour Mathieu. Bonjour. Désolé, je ne pensais pas que vous étiez en présentation dès le début. Je pensais que tout le monde se connectait, donc je n'avais pas nécessairement de questions autres que dans votre expérience, autant en termes de term sheet que de préparation, de documentation pour arriver à la term sheet. Est-ce que vous avez des best practices qui vous ont vraiment aidé à peut-être mieux cibler votre discours ou peut-être être plus clair par rapport à vos attentes en termes de financement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment fait une différence dans votre approche, selon vous? On peut aller avec Jacob pour commencer? Yeah. Is this English okay, Matsu? Yeah, sure. Absolutely. Cool. The easiest answer is just don't do what I did in my first round, which is go in without a logical process. And I think that alone should give you clarity into the fact that you can still raise a round without having everything perfect. And there's a lot of different ways to do it. And I think nobody's right or wrong, but there absolutely is a best practice standard for doing it. And so best practice looks like you spend 2 to 3 months getting everything together internally in your company, understanding fundamentally every nut and bolt of your organization, ideally practicing your pitch with a lot of different people and asking them, look, like if you had to tear it apart limb by limb, where would it be? To really fundamentally understand your business. And I guess the step that I didn't mention that comes before that is have a good business. And then once you're actually ready, once you have everything prepared, you make a master list of all the investors that you know are going to be fitting your scope. So that looks like finding 300, 400, 500 different investors that are all roughly in your category, narrowing that down to somewhere between 60 and 100 that fit your scope based on the size of the round you're raising, the market that you're targeting, their own interest in previous investments, and a list of other criteria. Then you need to go and get warm introductions to each one of those investors, ideally through your own network. And then first meeting, hopefully second meeting, and the funnel ends up looking something like 60 first meetings down to 20 second meetings, down to 5 third meetings, 2 partner sheets, 2 partner meetings and 1 term sheet. Best case is that whole process of all of those meetings and all of the steps is like 2 months, so that everything creates a lot of pressure and you can actively weigh one investor against another and say, hey, I got a term sheet offer here, like I need you guys to move quicker, etc. The nuance of how exactly to do that, I think, is larger than I could get into in a couple minutes. Fred? Ouais, mais salut Mathieu, pour ajouter au point de Jacob, je pense qu'il y a une nuance qui est importante à comprendre si tu veux lever ta ronde avec un term sheet ou non. Nous, on a levé 1 million canadien pour notre ronde pre-seed, puis c'était tous des safes. Il n'y a eu aucun term sheet, même notre lead, c'était pas un term sheet, c'était un YC safe très classique. Donc, ça dépend comment tu veux approcher, tu es à quel stade, ça dépend à quel montant tu lèves. Il y a des montants qui sont moins confortables à lever sur des safes, évidemment. Ça dépend de l'investisseur. Mais pour simplifier le processus de beaucoup, dépendamment avec qui tu parles, nous, on a pris un safe. Donc, il y a un petit peu moins de préparation par rapport à la négociation. Il y a un petit peu moins de termes sur lesquels il faut que tu joues parce que tu prends le mieux possible
des safes ou des KISS. Aux États-Unis, ils utilisent beaucoup des KISS aussi, qui sont assez standards, qui sont utilisés par beaucoup de compagnies. Donc, c'est plus le processus, pour revenir à ta question initiale, c'est plus le processus après que les termes généraux du safe ont été approuvés, que là, tu as un processus de due diligence qui va être aussi complexe que la négociation d'un term sheet. Pour nous, tu sais, le safe, c'était très simple. On s'entend sur un cap, on s'entend sur des termes généraux. Mais après ça, je pense qu'il y a une importance de structurer ce qu'on appelle un data room. Donc, tout ce qui... vraiment toute l'information que tu as sur ta compagnie, autant au niveau financier que tes projections de produits, ton roadmap, tes contrats d'employés, tes contrats avec tes aviseurs. Je pense que ça a un gros impact sur l'investisseur, la qualité de ton data room quand tu lui partages, qui est un processus qui est beaucoup plus important que le term sheet si tu lèves sur un safe. Donc ça a été pour nous le processus qu'on a eu. Même notre round seed qu'on va faire probablement l'an prochain va peut-être être encore sur des safes, il n'y aura pas de term sheet. Je pense que ça a l'avantage de la startup aussi d'éviter les term sheets le plus longtemps possible, si on veut. Vraiment. Puis, un autre point que je peux ajouter peut-être sur ce que Jacob a dit, l'importance de faire une liste, d'être extrêmement structuré sur ton processus. C'est vrai qu'il faut que tu identifies 300-400 investisseurs puis tu narrow down à 60. Puis je pense qu'avec le COVID, il faut que tu fasses x2 à ces chiffres-là. Peut-être pas sur le 300, sur le 400, mais nous, on a levé en plein dans la crise. On a commencé en fin mars, on l'a closé en avril, c'est quand tout le monde capotait, si on veut. Mais j'ai eu 53 noms avant d'avoir le lead. Fait que il faut que tu en fasses des meetings. Donc, j'ai eu une 60aine de meetings avant qu'il y ait vraiment du momentum, puis là, tout tombe d'un coup. Mais je pense que le point de Jacob est très pertinent, mais il faut même que ton narrow it down à 60 à 100, il faut que ça soit plus 120, 200 avec la situation en ce moment. Fait qu'est-ce que ça veut dire? Sorry, go ahead. Fait est-ce que ça veut dire, je vous écoute là, puis est-ce que ça veut dire que vous avez consacré une ressource quasi à temps plein pour préparer tout ça, puis vraiment faire le suivi de tout ça, ou est-ce que vous avez fait affaire avec des firmes un peu à l'externe de consultation qui vous ont aidé? Parce que ça peut être un dilemme très, très, très tough à décider pour sauver du temps, parce que ça fait juste ajouter des meetings aussi des fois, puis ça ramène pas d'argent dans le court terme. Fait comment vous avez approché cet aspect-là? On va aller avec Jacob, puis à William après. OK. Veux-tu que je réponde, Denis? Oui. C'est une très bonne question. Je pense qu'encore là, le point de Jacob était super pertinent, qu'il faut que tu structures ta compagnie le mieux possible avant le processus, parce que le CEO, normalement, qui fait le processus de levée de fonds, c'est un travail à temps plein. C'est extrêmement difficile de fundraiser et de rouler la compagnie. Donc, il faut prendre ça en considération. Il y a une autre chose à mentionner qui serait pertinent, que c'est difficile au Canada d'aller avec 60 sans investisseurs. On est dans une situation particulière où il y a plein de VC de qualité au Canada, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis souvent, ils agissent comme en syndicate. Ils agissent comme un est intéressé, l'autre est intéressé. Celui qui n'est pas intéressé, il fait désintéresser tout le monde. Donc, c'est sûr qu'il faut essayer d'étendre le plus possible. C'est plus facile à faire aux États-Unis, ce processus-là, parce qu'il y a des centaines de VC. Au Canada, c'est beaucoup plus complexe. Donc, je pense que ça réitère l'importance de bâtir des relations d'affaires vraiment en avance avec les investisseurs canadiens, puisqu'il y en a moins. Ce processus-là de chiffres de 100 à 5 meetings est plus difficile à faire ici. Rapidement, William, puis il y a d'autres questions qui arrivent là. Rapidement, si tu veux compléter pour la question d'Aurore. Oui, je vais être très rapide là. Pour une entreprise early stage, donc avant série B ou plus, c'est le CEO qui fait le fundraising process au complet. Puis je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire, en fait, là. Tu sais, les investisseurs veulent discuter avec le CEO de la compagnie. Je pense que c'est extrêmement important. J'ai déjà vu des gens qui ont essayé de faire ça par d'autres personnes, puis ça n'a pas toujours bien été. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense que c'est extrêmement important que ce soit le CEO de la compagnie qui fasse le fundraising process au complet. Jacob? Question pour vous autres. Ça a pris combien de temps faire tout le procès, puis combien de noms avant de closer? Le mien, c'était 10 mois, puis 150 noms.
Ouais, ça a pris beaucoup plus longtemps. C'est comme je te disais, je n'étais pas bien organisé, donc ça a pris beaucoup plus longtemps. Vous autres, c'était combien? On va aller, si vous voulez, avec Laurent Mailloux. Il y a une question. Je pense qu'on va. On va passer à Frédéric. Merci en passant pour vos réponses. Merci, Mathieu. Je propose de prendre d'abord la question de Laurent qui est dans le chat avant de laisser entrer Frédéric. Il nous reste à peu près 10 minutes. Donc, Laurent avait posé sa question un petit peu plus tôt qui est celle-ci. Suggérez-vous de faire la phase 1 de Proof of Concept avant d'essayer de lever une première ronde de financement pour avoir quelque chose de tangible à présenter plutôt qu'un plan d'affaires théorique. Et Mathieu, je vais vous enlever du panel pour la suite. Merci beaucoup. Parfait. Je pense que je peux la prendre, celle-là. Laurent, ça dépend de ton produit. Si tu fais du deep tech versus si tu fais une application ça dépend extrêmement de ton produit. Malheureusement, il n'y a pas juste une solution. La seule solution qui est vraiment importante à savoir, c'est que le plus tard que tu lèves ta ronde d'investissement possible, le plus haut que ta valorisation va être si tu achieves les milestones en question. Donc, ta seule job en tant que personne qui fait une levée de fonds en capital, c'est d'aller chercher le plus de milestones possible qui permettent de lever la valorisation de ta compagnie pour être en mesure de lever une ronde de capital par la suite. Donc, malheureusement, il n'y a pas juste une solution. Il y a des gens qui lèvent au pre-seed, il y a des gens qui lèvent avec un pitch deck seulement, il y a des gens qui lèvent avec un produit complet, qui ont déjà été capables de faire des ventes. Il y a des gens qui lèvent jamais d'argent, puis ils ont une startup super en santé, là, mais il y a des exemples à Montréal, juste Gsoft, par exemple, c'est un super de bon exemple. Donc, il n'y a pas de solution, mais essaie de toujours de repousser ta ronde d'investissement au plus tard possible parce que qu'est-ce qui est important, c'est on lève des rondes d'investissement parce qu'on n'est pas capable d'aller chercher d'autres types de financement ailleurs. Principalement, c'est ça l'objectif numéro 1. Si on est capable de financer par dette, c'est sûr qu'un entrepreneur va être capable de le financer par dette, mais souvent, des entreprises des entreprises early stage technologiques, ils ont des pertes de capital qu'il faut qu'ils financent d'une autre méthode que de la dette. Donc, c'est là que les investisseurs de capital de risque rentrent en jeu. Donc, c'est le plus tard que tu es capable de faire ta ronde, le mieux c'est. Quelqu'un d'autre veut répondre ou on passe à Frédéric? Je vais peut-être ajouter une petite chose rapidement. Je suis d'accord totalement avec William. Je pense que de lever une ronde de financement sans proof of concept, c'est de plus en plus difficile. On voit qu'il y a un écart beaucoup entre les rondes en ce moment. Les pre-seeds deviennent plus gros, les seeds deviennent des A, les A deviennent des B. Donc, c'est extrêmement difficile. Je pense qu'il faut toujours garder en considération la compétition. C'est pas... je pense que je peux fundraiser parce que je suis rendu à X place. C'est plus qu'est-ce que je pense que le VC va avoir comme offre d'autres startups, puis c'est quoi mes comparatifs. Sinon, ma réponse, en fait, est il y a un livre qui est super pertinent, ça s'appelle The Right It, qui est sur le concept de pretotyping, et non prototyping, mais pretotyping, de quelqu'un chez Google, qui résume bien mon point de vue par rapport à la question de quoi avoir avant d'approcher un investisseur pre-seed. Je vais le mettre dans le chat si jamais ça peut aider des gens, mais ça m'a beaucoup aidé. The only thing I would add to that is it might be worth, depending on where you're at and what you're working on, talking to a couple investors immediately and asking them if that's the thing that you need. Because very often, like you'll think, there's no way I could raise my round without having a functional prototype. And then you'll work for a year to get that functional prototype, to then go and raise your round to realize, oh no, what they were actually worried about wasn't the technology, it was the market. And you could have just done a month of market research and been much further along. Mm-hmm. So the investors know what they're scared about in your business. Sometimes it's the tech and the actual prototype. Other times it's completely something else. And it's worth just figuring what that is before you start investing a lot of time into it. Ouais. C'est très bon point. Il n'est jamais trop tôt pour parler à des investisseurs. Des fois, il peut être trop tôt pour lever des rondes d'investissement. Mais tu peux rentrer en contact avec les investisseurs. Les investisseurs vont voir comment tu progresses, puis bâtir une relation aussi. Parce que c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a une règle du pouce qui est extrêmement importante avec les investisseurs. C'est il faut que tu sois capable de prendre un verre de bière avec le general partner de la firme. Si tu sens que tu serais même pas capable d'avoir une relation autour d'un verre de bière dans un bar, imagine gérer une business pendant 7 ans. Donc là, c'est le concept du verre de bière, je pense, qui est extrêmement bon. Il faut avoir une bonne relation avec les gens.
Alors, il nous reste 5 minutes. Je propose d'inviter Frédéric sur le panel pour poser sa question. Bonjour. Salut Frédéric. Merci d'abord pour l'intervention avec le panel, super intéressant. Ma question rejoint un petit peu celle-là de Laurent par rapport au niveau de validation. Dans le fond, nous, on a travaillé depuis les 2 dernières années justement sur la validation, puis on est encore en pré-commercialisation. On amorce notre commercialisation, mais on va avoir des frais fixes d'à peu près 15 000 $ par mois. Là. Donc, c'est sûr que dans notre cas, il nous faut lever un capital autre que le capital traditionnel. Puis là, justement, je me confronte un petit peu par rapport au niveau de validation. On a quand même construit notre solution avec comme 200 partenaires commerciaux, on a des préventes et ainsi de suite. Mais je me fais dire par différents joueurs dans les accélérateurs et ainsi de suite qu'il faut que je sois live sur le marché pour avoir une vraie validation, si on peut dire. Sauf que justement, une fois que je suis live, ben là, j'ai 15 000 par mois de burn rate. Là. Fait que c'est sûr que c'est un peu le fou la poule dans ce cas-ci. Puis comment adresser ça? Puis c'est quoi que les investisseurs, selon vous, avec les feedbacks que vous avez eus, prennent en compte pour une certaine validation ou Moi, ce que je te conseille, c'est de leur demander aux investisseurs. Tu peux leur dire, écoute, voici notre business, voici notre plan, voici le nombre d'argent qu'on veut lever. C'est quoi les milestones que tu voudrais voir pour être en mesure d'investir dans ma compagnie? Okay. Puis tu demandes ça à 15, 20, 30, 50 investisseurs. Ils vont tous te dire des milestones différents, mais tu vas être capable de savoir eux autres qui ont des tangentes, puis savoir c'est quoi les milestones les plus importants. Puis les investisseurs qui sont pas capables de te répondre, c'est peut-être bien un bon signe que c'est pas nécessairement les meilleurs investisseurs pour ta business aussi. Donc, demande aux investisseurs. C'est des humains aussi. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de savoir c'est quoi les milestones nécessaires pour lever ta ronde. Puis, entre Canada et États-Unis, j'ai vu que beaucoup d'entre vous avaient levé une portion de leur ronde, du moins aux États-Unis. Je me rends compte que c'est extrêmement difficile, justement, au Québec, principalement, d'aller chercher ce capital-là de pre-seed, très pre-seed, disons. Donc, tu sais, comment considérez-vous ça? Est-ce que tout de suite, vous vous lancez vers les États, puis effectif comme travail, ou bien vous concentrez au Québec, un mélange des deux? The way I did it was I went through all of the Quebec and Toronto VCs in like a month or two because there's not that many of them, and then went over to San Francisco for 3 months and lived there while I was talking to all of them. Like the market of capital is easily 100 times larger in San Francisco alone than it is in the entirety of Canada, and so at one point you're probably going to end up there. Might as well plan for it. Mm-hmm. Terminons par la question de la MIA, s'il vous plaît, Alexandra. Oui, donc je vais d'abord kick out, comme on dit en mauvais français. Frédéric, merci beaucoup pour la question. Merci à vous, messieurs. Et donc, la dernière question qu'on va pouvoir prendre vient de Lamia. Est-ce que vous avez principalement approché des investisseurs au Canada ou à l'international? Conseillez-vous de regarder à l'international aussi? Je pense que c'était beaucoup en lien avec la dernière question, donc on peut peut-être continuer pour la dernière question. Je peux partager mon expérience parce que nous, notre lead est américain, puis la plupart des connexions se sont faites par Fairvalue Startups puisqu'on était à San Francisco tout l'hiver. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est extrêmement difficile d'atteindre des investisseurs aux États-Unis si on n'a pas les bonnes connexions. Jacob l'a bien dit, il faut que ça passe par soit le portfolio des investisseurs ou des investisseurs canadiens qui t'introduisent. Tout ce qui est cold email, cold calls, vous allez perdre votre temps à faire ça avec des investisseurs américains, il y en a tellement. Une autre chose à considérer aussi, c'est que la mentalité est très différente. L'investisseur américain va investir dans une compagnie pre-seed pour pas perdre la chance qu'elle ait du succès, puis pour pas perdre l'opportunité d'investir sur une compagnie qui va réussir, versus le VC canadien va avoir une mentalité un petit peu plus conservatrice, puis va demander des points de validation plus élevés. Comme nous, au début, c'était super difficile au Canada avec nos points de validation qu'on avait. Puis aux États-Unis, mais on avait ce qui était nécessaire pour faire la ronde. Aussi à prendre en considération qu'il faut bâtir je pense sur le point de William tantôt, il faut bâtir ces relations d'affaires-là le plus tôt possible puis demander aux investisseurs. Nous, notre lead, on l'a closé en avril, mais j'avais démarré la relation d'affaires en début décembre 2019. Donc, merci Lamia pour la question. On finit là pour la demi-journée. Donc, on en parle maintenant pour la dernière activité sur les opportunités et next step.
Rendez-vous dans Stage. Merci beaucoup. Merci aux trois. Merci à tout le monde. Merci pour l'invitation. And just as a heads up, if anybody has more questions, like feel free to reach out. My email is jacob@enophone.com. I'm happy to help. Même chose ici, je l'ai dans le chat. Mon email. On va envoyer vos coordonnées aussi aux participants. Super. Merci. 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 Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer le panel comment gérer ses relations avec ses financiers en temps de COVID. Moi, je m'appelle Marcos Pereira, je suis conseiller en financement pour Montréal Inc. Et je suis en présence de nos 3 lauréats de Montréal Inc. Donc, Frédéric Marcy de Cube Innovation, Samuel Leroux de Montre Solius et Myriam Maguire de Boutique Maguire. Donc, le but de cette rencontre, c'est de partager leur expérience avec qu'est-ce qui est arrivé, donc début, disons, mi-mars jusqu'à aujourd'hui, et comment ils ont géré leur cash flow, leurs finances, et comment ça a été aussi la gestion de la relation avec les financiers. Donc, comme c'est une activité de partage, donc il y aurait quelques questions que moi, je vais te poser. Après ça, c'est sûr que vous pouvez participer par les chats avec vos questions. Donc, et moi, on va aussi, si vous voulez, on va partager votre caméra et votre microphone pour que vous puissiez aussi parler directement aux entrepreneurs. Donc, je commence avec une petite tour d'écran avec les entrepreneurs pour présenter votre entreprise rapidement. Et après ça, la première question qui s'en vient. Samuel? Merci, Marcos. Bonjour tout le monde. En fait, moi, c'est Samuel, puis j'ai cofondé avec mon partenaire Alexandre des montres solaires, donc les montres Solios. Toutes les montres, dans le fond, sont conçues avec des matériaux éco-responsables et des procédés éthiques. Puis le but, c'était vraiment de rendre la montre éco-responsable et solaire accessible à tous. On a lancé en 2018 via un lancement Kickstarter. Donc, on a fait un lancement au Théâtre Rialto dont Marcos était présent. Puis, ça s'est très, très bien passé. C'est à ce moment-là qu'on a quitté nos emplois et qu'on s'est mis vraiment à temps plein dans le projet. Puis, depuis, on a livré les premières montres en avril 2019, donc ça fait environ seulement 1 an. Puis, on a eu une très, très belle année. Mais là, naturellement, le COVID, je pense que ça l'a frappé. Je suis pas la seule personne ici que ça l'a frappé. Le COVID a un peu chamboulé un peu tout, mais heureusement, que dans notre cas, on était en e-commerce. On était chez Simons et dans d'autres boutiques, mais 95% de notre marché était dans e-commerce. Donc, j'imagine qu'on aura la chance d'en parler plus tard avec Marcos, mais c'est un peu ça. Parfait. Et toi, Myriam, peux-tu en parler un peu plus de ton entreprise? On ne t'entend pas. Il y a quelque chose qui se passe. Non, on ne t'entend pas. Caro, est-ce que tu peux vérifier pendant... Ouais, Myriam, est-ce que tu peux regarder dans tes settings? Peut-être un petit trou en bas de ton écran. Peut-être qu'il faut sélectionner autre chose, comme audio peut-être? Non. Sinon, je vais te laisser régler les petits bugs, Myriam, et on passe à Frédéric. Bonjour tout le monde, moi c'est Frédéric. J'ai fondé Cube Innovation en 2016. Et puis, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a inventé un appareil qui permet de mesurer la force de morsure. Et puis, on vend ça directement aux dentistes. Nous, c'est sûr que, comme Samuel disait, comme tout le monde, on a été impacté par le COVID dans le sens que les cliniques dentaires ont fermé pendant plusieurs semaines. Puis, évidemment, ayant les dentistes comme clients, ça a le fait qu'on n'a plus vendu depuis le début de la crise. Ça l'a repris la semaine passée, mais ça va être une reprise des ventes qui est beaucoup plus lente que j'aurais espéré. C'est sûr qu'au niveau du cash flow, ça a des impacts assez importants parce que nous, on avait commencé à vendre depuis 2018 notre appareil. Donc, c'est sûr que ça a été, comme on va pouvoir parler un peu plus, une gestion là, de cash flow, de lever de l'argent, aller chercher les aides avec nos investisseurs aussi pour maximiser les liquidités. Et puis, de revoir en même temps notre modèle d'affaires parce que nous, c'était un modèle qui est très, très en vente directe. C'est beaucoup relationnel dans le dentaire, c'est un peu particulier. Il faut voir les dentistes physiquement, il faut aller les faire essayer notre produit en clinique. Donc, moi, j'ai essayé j'ai amorcé un switch au e-commerce aussi pour essayer de commencer à tenter de faire des ventes en ligne pour sauver l'interaction. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Parfait. Myriam?
tu essayes? Est-ce que... Oui, ça va. Oui, OK. En fait, mon entreprise s'appelle Meguiar. On fait des chaussures haut de gamme à juste prix. Puis comment on y arrive, c'est en contrôlant l'ensemble du processus de production. Fait qu'on fait le design, le développement de produits directement dans les usines. Fait qu'on ne fait pas affaire avec des agents. Puis dans notre modèle d'affaires, on ne fait pas affaire avec le wholesale. On fait pas de wholesale. En fait, on vend seulement dans nos boutiques et directement en ligne. Fait que j'ai une boutique à Montréal, puis je viens d'en ouvrir une à Toronto. Puis dans le fond, ça nous a un peu sauvés avec le COVID parce qu'on avait déjà la relation directe avec tous nos clients. Donc, on ne perdait pas, disons, si on avait vendu chez Simons ou dans d'autres, à d'autres endroits, une partie de nos produits aurait été prisonniers, en fait, des boutiques ou des centres d'achat. Mais dans notre cas, on était en plein contrôle de notre inventaire. Fait qu'on a pu continuer. Dès la première journée du COVID, j'ai su que c'était grave parce que j'avais des amis en Chine. Fait que j'ai coupé tous mes employés de boutique immédiatement. J'ai coupé une grosse partie de mon équipe. Puis on a juste continué. J'étais là chaque jour, puis j'ai continué à faire des ventes en ligne, en fait, puis à toucher les paquets. Puis on a réussi à passer à travers la crise comme ça. Puis on pourra discuter plus en détail de la suite de ce qui s'est passé. Ouais, merci beaucoup. Et pour vous trois, en fait, pouvez-vous nous expliquer rapidement comment vous avez géré, en fait, vos relations avec vos financiers pendant cette crise? Bien, nous, c'est une situation un peu particulière parce qu'on ouvrait une boutique à Toronto. Donc, quand la crise est arrivée, notre boutique était complétée à 90%. Fait que j'ai eu des discussions avec les financiers qui me disaient il était comme là, c'est le COVID, fait qu'on finance pas de nouveaux projets. Puis là, je leur disais, ouais, mais une boutique qui est de 100 000 qui est payée à 90%, j'avais pas ça un nouveau projet. Puis on travaillait déjà depuis le mois d'octobre pour trouver le financement nécessaire pour l'ouverture de Toronto. Fait que j'avais déjà comme fait mes états financiers, j'avais comme fait des projections, j'avais payé une fortune mes comptables pour travailler là-dessus. Fait que dès le mois d'octobre, fait que, au moment du COVID, tout devait se fermer pendant la semaine. Puis là, tout est tombé à l'eau, puis un après l'autre, les financiers m'ont demandé des nouvelles projections financières. Puis le dossier allait passer sans mes états financiers. Mais là, ils m'ont tout dit, OK, non, ça nous prend des nouveaux états financiers, puis ça nouvelles projections financières. Fait que tout ce qu'on travaillait depuis octobre a dû être refait complètement. Donc, gros challenge. Pendant le COVID, j'ai pas arrêté, j'ai seulement travaillé sur mes états financiers. Puis, en plus de ça, les comptables étaient très, très occupés. Fait qu'il n'y avait pas le temps de nous passer. Puis, on n'était pas comme priorité numéro 1, là. Fait que, il n'y avait pas le temps de faire nos états financiers en 2 semaines. Fait que ça a été très, très long. Ça a retardé notre financement. Fait qu'en attendant, j'ai coupé tous mes coûts. J'ai demandé à certaines de mes usines de ne pas shipper les produits, les garder dans leur warehouse pour pas que j'aille à les payer tout de suite. Fait que j'ai fait plein de manipulations, autant avec mes partenaires à l'étranger. Tu sais, on travaille avec comme 6 usines. Puis là, quand je leur ai demandé de mettre le stock de côté, je savais pas que 2 semaines après, mes usines allaient fermer pendant comme un mois et demi. Fait que ça a été comme un coup après l'autre, là. Mais là, je dirais qu'on est passé à travers. Puis l'autre truc, c'est qu'on était en discussion avec un investisseur privé depuis avant le COVID. Puis on a finalisé l'investissement le 30 mars. Fait que c'est vraiment ça qui nous a aidé à passer à travers. L'investisseur privé, il disait comme « Ah, moi, ça m'inquiète pas, le COVID, c'est juste une petite tempête. J'investis quand même. » Fait que c'est lui qui nous a sauvés. En fait, il nous a permis de comme hiberner. Dans le fond, l'idée, c'était de ne pas perdre d'argent puis de continuer tranquillement jusqu'à temps que la tempête passe, là. Fait que c'est vraiment lui qui a cru en notre projet puis qui nous a dit c'est pas grave, j'embarque quand même. Puis après ça, il nous a coachés pour aller chercher plus de financement auprès de la BDC, PME Montréal, d'autres femmes et sœurs, puis d'autres partenaires avec qui on était en discussion pour du financement. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé de notre côté. Et de ton côté, Frédéric?
Ben nous, on a eu un peu moins de chance peut-être que Myriam, dans le sens que moi, ça faisait 1 an que je travaillais sur closer une troisième ronde de financement, là, si on veut. J'avais un syndicat d'investisseurs privés de plusieurs fonds. En gros, on avait tout signé, même le due diligence était terminé, on était rendu à finaliser les documents puis débourser. Et puis, mon lead investor, à la suite de la dégringolade des marchés financiers, s'est retiré à la dernière minute. Donc, toute la ronde de financement est comme tombée à l'eau parce que sans lead, les autres ne voulaient pas les caisser, même si tout était fait et même signé, là. Donc, on s'est retrouvé un peu au début du COVID sans pouvoir vendre puis avec plus d'argent dans le compte de banque parce que on avait timé nos choses pour qu'on ait l'investissement. Fait qu'heureusement, on a eu un investisseur de notre première ronde de financement qui nous suit depuis toujours a décidé de décaisser une partie du montant qu'il allait réinvestir dans la nouvelle ronde. Donc, ça nous a sauvés. On est très chanceux. Ça nous a permis, un peu comme Myriam, de juste mettre ça sur pause le temps que les cliniques dentaires réouvrent et puis de recommencer. Et puis, ben là, c'est sûr qu'au niveau de gérer la relation avec les investisseurs, ben pour nous, c'était important d'être transparent. Donc, avec tous mes investisseurs qu'on avait déjà, ainsi que les nouveaux, j'ai expliqué la situation. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est évident à expliquer aux investisseurs quand ils ont tous déjà fait approuver par leur CA l'investissement. Ils doivent retourner dire, ben finalement, ça marche plus, puis là, il faut donner des explications. Fait que c'est jamais vraiment une bonne position à être pour closer un autre investissement. Mais je pense que le fait qu'on ait été transparent, ça l'a beaucoup aidé. Et puis, les investisseurs sont très compréhensibles au niveau des impacts de la COVID sur notre business. Donc, le fait qu'on n'ait pas de vente, heureusement, ça ne les stresse pas du tout parce qu'ils comprennent bien que si les cliniques sont fermées, ben, on ne peut pas vraiment vendre. C'est un peu impossible. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé de notre côté. Et toi, Samuel? Nous, ça a été un petit peu différent parce que juste avant la crise, dans le fond, on prévoyait notre plan de croissance dans le reste du Canada. Donc, c'était vraiment le but, c'était de se déplacer physiquement à Toronto et Vancouver. Puis, j'avais d'ailleurs parlé avec Maguire pour apprendre un peu de leur technique de pop-up store. Puis, dès que le but, c'était vraiment d'aller se faire connaître, d'aller chercher de la visibilité dans le marché anglais. Donc, on avait tout finalisé, un peu comme Frédéric, une ronde de financement avec la BDC de 200 000 pour nous aider à attaquer ce nouveau marché-là. Puis, le document a terminé, dans le fond, presque la journée que la crise elle a frappé. Puis, on s'est vite rendu compte que on avait vraiment des bons mois juste avant la crise. Puis, quand la crise elle a frappé, on a eu 2 semaines qu'on a fait presque 0 vente. Puis, on était vraiment en mode panique. On engageait, etc. Puis, là, j'étais comme... Je trouvais pas ça sécuritaire de prendre 200 000 pour faire un projet de croissance alors que tout de mon projet de croissance, je pouvais pas mettre à exécution. On pouvait pas se déplacer, on pouvait pas faire des pop-up, tout fermait. Donc oui, ça m'a ramené un peu de liquidité, mais je voulais pas être pris avec des coûts fixes importants juste pour avoir plus de dettes sans savoir vraiment quand j'allais être capable de l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a vraiment réévalué absolument tout notre modèle de financement, toutes nos prévisions, puis on a vraiment, un peu comme Frédéric, revu notre plan d'affaires à la lettre, du moins notre plan pour l'année. Donc, on s'est dit qu'on n'allait pas se déplacer, puis plutôt miser sur le digital. Puis, on a décidé de ne pas prendre le prêt. Donc, même si tout était finalisé, on a dit à BDC de canceller. Ce qui était quand même un move... ça semble facile comme ça avec du recul, mais sur le coup, comme Myriam l'a dit, pendant la crise, il n'y a plus aucune banque, ni la BDC, etc., qui finançait de nouveaux projets. Donc, si je leur disais non maintenant, mais finalement, plus tard, je suis comme, OK, là, j'ai un nouveau projet, je veux le faire, j'ai besoin de financement, ils m'auraient tout simplement dit non. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le gouvernement a quand même mis beaucoup de mesures et de subventions qui m'ont permis d'avoir assez de liquidité à vraiment bon prix, à des taux d'intérêt vraiment avantageux. Et on a vraiment diminué nos coûts au maximum pour nous permettre de vraiment passer à travers la crise puis se faire un plan de match, un peu surfer neutre toute cette crise-là, de passer au travers pour vraiment se refaire un plan stratégique plus fort par après. Puis là, heureusement, le e-commerce a repris
presque 3 semaines après. Donc, nous, on n'a pas eu le même impact parce qu'on n'avait pas beaucoup de coûts fixes. Mais on est vraiment allé bénéficier là, de tout ce qui est PME Montréal, Futurpreneur, les subventions du PACME, le prêt du 40 000 du gouvernement du Canada, la subvention pour les employés. Tout ça ensemble, en plus d'avoir reçu une subvention de Export Québec pour nous aider à faire notre plan d'expansion dans le reste du Canada, mais au niveau digital, nous a permis au final de vraiment d'aller chercher un peu le prêt de 200 000 qu'on voulait sans avoir les taux d'intérêt classiques de la BDC, là, si on veut. Donc, je pense qu'on est content avec notre décision, avec du recul, de juste temporiser puis de regarder le big picture, si on veut. Ça nous a permis de quand même bien se positionner, je crois, pour l'avenir. Mais là, c'est sûr qu'on va attendre de voir comment le tout se déroule. Notre but, ce serait de refaire notre plan de croissance, mais peut-être l'année prochaine. Okay. Peut-être en 2021, exactement. Si tu peux me permettre, Samuel, moi, c'est ce que j'aurais fait avant d'avoir un investisseur qui me donne des conseils, là. C'est le genre de décision que j'aurais pris. Puis maintenant qu'on a un investisseur, puis on a des conseillers financiers qui sont vraiment avancés, il t'aurait dit, prends le 200 000, puis prends toutes les subventions parce que ça repassera jamais. Exactement. Fait que c'est ça le conseil que mon investisseur m'a donné. Puis il me dit, dans le fond, dans les conseils qu'il me dit, c'est comme, fais plein de démarches, mais parle pas aux uns et aux autres que tu fais des démarches, parce que si tu dis, la banque augmente ma marge de crédit, la BDC diminue ton prêt, ou tu sais, fait qu'il me dit, tu fais toutes des démarches en silos séparés, puis tu essaies qu'ils soient pas, qu'il n'y ait pas de lien ensemble. Puis il dit, au pire, le 200 000 de la BDC, tu le mets dans ton, puis tu fais fructifier l'argent, puis là, le jour, là, tu sais, dans 6 mois, bien, là, puis là, tu as besoin de l'argent, mais elle est là déjà pour toi. Tu n'es pas obligé de la dépenser. Fait que c'est ça le conseil que, maintenant que je suis bien accompagnée financièrement, là, parce que nous, on a été les pires, là, on a pris un prêt de 15 000 avec Futurpreneur. 2 mois plus tard, on était comme, ah merde, on a besoin de 30 000. Fait que là, on a fait des micro-prêts. Je faisais la liste tantôt, là, j'ai une liste, je pense, de comme 10 prêts différents en 3 ans. Fait que c'est ça, fait c'est ce qu'on m'a conseillé de prendre le plus d'argent qu'on peut quand c'est possible. Ben oui, 100%. Puis je parlais même à une autre marque de montre assez connue que les autres ont vraiment explosé. Puis ils disaient que leur erreur, c'était exactement un peu comme toi, de ne pas avoir pris assez d'argent parce que quand tu es en croissance rapide, tu sais jamais tu vas avoir besoin de combien de capital. Puis oui, en effet, au début, tu peux te dire, OK, mais si j'ai 200 000 de dette sur mon balance sheet qui dort dans mon compte épargne, compte chèque, si on veut, avec des taux d'intérêt, ça peut sembler épeurant. Mais non, en effet, je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller chercher cet argent-là. Puis surtout au stade où on est, nous, notre stratégie, c'est vraiment de créer le plus de valeur possible par la dette, sans évidemment crouler là, sous la dette, avant de renverser la structure de capital avec un investisseur. Donc, c'est pour ça que, oui, notre premier prêt de croissance, on veut que ça soit un prêt important. Puis la façon qu'on le voyait, c'est que avec le COVID, les taux d'intérêt de la plupart de banques et de BDC de ce monde sont vraiment plus avantageux. Puis nous, on avait vraiment une structure pré-COVID. Donc là, avec toutes les mesures qu'il y a eu actuellement, puis avec la croissance qu'on va faire pendant quand même le COVID, je parlais justement à un de mes mentors au niveau de la dette. Puis lui, il me disait, dis non pour ce prêt-là, mais va en chercher un plus gros quand les BDC de ce monde vont être capables de refinancer des nouveaux projets. Donc lui, il voulait vraiment un peu exactement dans la même philosophie que tu as dit, c'est va chercher plus pour un meilleur taux avec moins de contraintes. Moi, si je peux me permettre aussi, Samuel, je veux juste jumper in. Une chose que j'ai réalisée que je ne savais pas en faisant la ronde de financement, nous, on a à peu près, j'ai levé à peu près $1 million de prêts jusqu'à maintenant. Notre ronde, c'était plusieurs millions en équité. Puis une des choses que j'ai réalisées, c'est que quand tu dis maximiser le levier des prêts là, avant de rentrer un investisseur en équité,
juste que tu saches, certains investisseurs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont t'encourager à faire ça parce que pour eux, ça réduit le risque avant qu'ils rentrent leur argent. Puis c'est toi qui es au bat, là, si tu me permets l'expression, pour ça. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent ta valorisation en équité, puis ils déduisent toutes les dettes que tu as accumulées jusqu'à maintenant, de la valorisation. Ce pas tous les investisseurs qui font ça. Donc, c'est juste quelque chose à garder en tête si tu veux faire de l'équité, que beaucoup de dettes, finalement, à moins que tu sois convertible, ça peut réduire beaucoup ta valorisation. Là, fait que c'est peut-être mieux d'aller chercher l'équité plus tôt, finalement. C'est vraiment, tu as 100% raison, c'est un couteau à double tranchant. Comme tu dis, quand tu vas faire une acquisition d'entreprise, souvent, ils vont justement regarder la structure de debt-free, cash-free. Puis ça vient un peu dans le même sens que tu as dit. Là, c'est vraiment à moi de m'assurer de créer du goodwill, si on veut, avec cette dette-là. Sinon, en effet, je reviens à une valeur neutre. Mais je laisse vraiment pas les investisseurs de côté. Je pense que Myriam, justement, tu as réussi à trouver un investisseur stratégique. Puis je pense que c'est ça qui est très important. C'est quelqu'un qui va être capable de t'accompagner et te conseiller. Je veux m'assurer de trouver la bonne personne aussi. Moi, vraiment que je trouve cette personne-là, que ce soit aujourd'hui ou dans 1 an, c'est sûr que je fais une place autour de la table, puis qu'on regarde tout ça ensemble. Puis même que je pense que ça va être un beau moment. Je suis convaincu, Frédéric, que toi aussi, les investisseurs t'ont donné un bon coup de main. Ouais. Faut bien les choisir. C'est toujours smart money, évidemment, mais c'est sûr que quand tu as des gens qui sont stratégiques, ça peut faire toute la différence. Ce sont des très bons conseils. Je voulais juste savoir si les participants ont des questions. Je ne vois pas de questions rentrées, étant donné que nous sommes ici pour partager l'expérience et échanger. Donc, n'hésitez pas à déposer vos questions sur les chats à droite. En attendant les questions, j'ai vu que les états financiers ont été demandés, donc presque dans toutes les situations. Dans les cas normaux, les états financiers, déjà, c'est plus complexe, déjà, prévoir des choses dans les prochains 3 ans. Donc, j'imagine que dans cette situation actuelle, où il y a beaucoup d'incertitudes, comment ça a été, en fait, prévoir l'avenir dans le temps de COVID? J'imagine que ça a été vraiment une tâche assez difficile pour vous autres. Pouvez-vous m'en parler un peu plus de votre expérience sur les états financiers, les prévisions? Moi, mon grand étonnement, puis excuse-moi, Frédéric, je vais faire vite, mais à mon grand étonnement, j'ai parlé pendant le COVID à vraiment tous les joueurs, à la BDC, à EDC, à Desjardins, avec les subventions à PME Montréal également. Et la plupart, à cause de la situation actuelle, puis peut-être que ça ne sera pas la même chose pour vous, mais ils m'ont demandé juste des 6 mois à 1 an. Puis, à mon stade d'entreprise, faire des prévisions de 3 ans, je trouve vraiment ça inutile. Puis c'est souvent ça que je dis aux créanciers. Puis souvent, les créanciers, on oublie souvent que c'est pas une grosse machine, c'est vraiment un humain. Puis à moins que ce soit vraiment des prérequis qui ont besoin de check the box, c'est pas une demande que j'ai eue. Donc oui, on a revu un peu à la baisse nos estimés, mais j'ai pris un modèle très similaire. Puis j'ai surtout fait un modèle de c'est quoi mon burn rate, à quelle vitesse je burn du cash par jour pour voir je survis combien de temps, disons que je fais aucune vente. Donc, dans mon cas, ça n'a pas été si compliqué de faire les prévisions, mais c'est vrai qu'en temps normal, ils peuvent te demander 1, 2 à 3 ans, puis là, ça devient un peu plus compliqué, surtout quand tu es une jeune entreprise. Effectivement. Moi, de mon côté aussi, ça n'a pas été si compliqué. Ce que j'ai fait, c'est j'ai repris mes prévisions que j'avais faites pour la ronde. Nous, c'était quand même sur 5 ans, 5 ans qu'ils demandaient, mais je suis entièrement d'accord avec Samuel que dans 6 mois, ça va être complètement différent. Mais pour certains investisseurs institutionnels, c'est check the box, puis tu le fais, puis on verra rendu là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai révisé mes prévisions à la baisse. J'ai mis 6 mois à partir du début de la crise sans vente du tout pour avoir un scénario qui était, selon moi, conservateur. Puis pour les investisseurs, ce qui était important, c'est que normalement, ils demandent toujours entre 12 et 18 mois de run rate avec le cash que tu lèves. Là, ça passait plutôt à 18 mois et plus. Fait que je me suis assuré d'avoir au moins 18 mois avant d'avoir besoin de faire un autre ronde de financement, puis en incluant une baisse drastique des ventes, puis sans vente pendant 6 mois. OK. De ton côté, Myriam? Nous, je pense qu'ils nous ont demandé des prévisions parce que on est en retail. Fait que le banquier me dit que le retail est sur une blacklist pour les prochains 12 mois. Puis avant, on avait Aldo qui était un exemple positif, que tout le monde était comme « Ah, vous êtes comme un nouveau Aldo » ou tu sais, un
disruptor comme du modèle traditionnel. Puis là, il y avait Aldo en tête comme exemple positif. Puis là, c'est tombé en plein dans les nouvelles que Aldo est en restructuration à cause de la crise. Fait que là, ça nous a pas aidé pour le retail. Puis fait que là, il a fallu expliquer qu'on est en ligne, qu'on a une stratégie différente. Fait qu'il a fallu donner beaucoup de justificatifs. Fait que c'est pour ça que pour nous, les prévisions étaient importantes sur 5 ans. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que l'année d'avant, avec toutes les dépenses qu'on a eues, on avait une fin d'année négative. Fait que c'était comme pas apprécié par les banques puis les partenaires financiers. Fait que là, il fallait montrer qu'on était rendu positif puis qu'on s'était amélioré à plein d'endroits, tu sais, au niveau de nos profits, au niveau de nos marges. Fait qu'il fallait vraiment leur démontrer qu'il y avait eu une bonne évolution puis que le projet s'en allait vers quelque chose de lucratif. Fait que je pense que c'est pour ça honnêtement, là, ils n'ont pas eu de pitié. Ils nous ont posé toutes les questions qu'il fallait, mais on a eu la confirmation hier que tous les prêts étaient approuvés, que tout va bien. Puis on est aussi finaliste pour une compétition pour gagner 100 000 $ à New York. Puis la compétition de New York a dit que c'était le plus beau plan d'affaires qu'ils ont vu dans les 10 ans de la compétition. Fait que ça regarde bien pour nous. Il y a 2 prix, 100 000 puis 50 000 US. Fait qu'on espère ça aussi, là. Fait que les gens qui nous écoutent, allez chercher il y a plein de bourses cachées, il y a plein de trucs que vous pouvez aller chercher, mais tu sais, ma soeur, elle a fait ça pendant 2 semaines, puis on a réussi à ramasser quand même beaucoup d'argent en bourse puis en prêt, là. Fait que le 2 semaines en a valu la peine. On n'a pas beaucoup de temps, il reste quelques minutes, mais là, il y a une question pour Frédéric, qui, quand tu parlais en fait sur les investisseurs qui regardaient, il y avait certains KPI, il y avait certains calculs qu'ils faisaient. Pourrais-tu juste nous clarifier en fait qu'est-ce qu'ils regardaient spécifiquement? Certainement. J'ai parlé de 2 choses principalement. Le burn rate, Samuel en a parlé un peu plus tôt. Ça, finalement, c'est quand les financiers regardent vos prévisions, ils veulent voir si vous n'êtes pas profitable, à combien d'argent vous perdez chaque mois, combien de dollars vous êtes dans le négatif. Parce qu'à force de perdre de l'argent, bien évidemment, ce qui reste dans votre compte de banque, bien, ça va s'épuiser, puis à un moment donné, il n'y en aura plus. Donc, ça, c'est ce qui est pour le burn rate. C'est normalement mensuel. Ça, j'ai parlé du runway de 12 à 18 mois. Donc, un runway, c'est le terme dans le jargon pour dire, mais disons qu'on a une ronde de financement de 200 000 $. Bien, avec 200 000 $, ça va me permettre de survivre 12 mois de temps avec le plan que j'ai, qui est finalement représenté dans mes prévisions financières. Donc, si j'ai, par exemple, un vendeur, des frais administratifs, puis les autres frais, si je brûle, mettons, 10 000 par mois, ça serait mon burn rate, 10 000 $ par mois. Ben, si j'ai 120 000 $, j'ai un runway de 12 mois. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Oui, Félix, est-ce que ça répond à ta question? Mais je pense que c'est plus clair. Oui, il a dit oui, merci. Donc, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous avez des conseils ou des mots d'encouragement aux entrepreneurs qui nous écoutent? Moi, je pense que souvent, on nous pose des questions sur le financement, puis on dit il y a juste les banques, il y a juste la BDC, on connaît ça, il n'y a pas d'argent gratuit. Puis je pense que Myriam a mis le doigt aussi sur quelque chose d'important. Il y a des façons de trouver de l'argent avec des subventions, des concours, des Montréal Inc., de discuter autour de soi. Puis je crois même que pour ceux qui ont la chance de faire du socio-financement, je pense qu'il n'y a pas de meilleur financement que de trouver un client. C'est très simple, mais c'est quand même la vérité. Il y a des façons d'être, surtout au début. Après ça, je crois qu'en effet, il faut aller avec des investisseurs pour faire des rounds de financement. Puis je vais certainement appeler Myriam et Fred après l'appel quand j'aurai besoin de conseils. Mais il y a des manières d'être smart puis de vraiment fouiller sur c'est quoi les subventions puis les petits prêts à aller chercher. Puis c'est des partenaires intéressants. Les Montréal Inc. puis les PME Montréal, c'est vraiment des bons alliés. Il faut se coller à eux. Puis je crois qu'ils peuvent vraiment aider dans la croissance de l'entreprise, même au niveau du financement, dès vos tout débuts. Fait de ne pas avoir peur de contacter du monde. Il faut pas oublier que c'est des humains. Souvent, on a peur, c'est des grosses machines, mais non, tout le monde est humain, puis ils vont vous conseiller, ils vont vous parler comme du monde. Fait que juste de ne pas avoir peur de outreach aux gens.
Super. Moi, je dirais que si nous, on a réussi, vous êtes capable d'aller chercher de l'argent. C'est-à-dire, on est deux, c'est difficile à la banque, des fois, ou tu sais, juste pour le financement. Puis aussi, on est deux filles qui n'ont aucun background en finance. Fait que moi, j'étais designer, puis je faisais juste dessiner les produits. Après ça, je le donnais à quelqu'un qui faisait les prix dans ma carrière. Fait que je pense que si nous, on est capable de s'en sortir, de oser, tu sais, faites pas comme nous, prendre des prêts de 10 000 à tous les 3 mois, tu sais. C'est correct, vous pouvez comme oser puis prendre le prêt de 30 000 plutôt que 10 000. Puis ayez confiance en vous. Fait que, tu sais, ayez pas peur. Puis moi, à ce jour, là, je ne connais pas les, tu sais, burn rate, runway. Tantôt, j'entendais des investissements safe, KISS. On a réussi un investissement avec un investisseur privé sans comprendre tous ces termes-là. Puis justement, notre investisseur a pris la peine de nous les expliquer. Fait que c'est le signe que c'était un bon fit. Fait que si vous rencontrez des VC puis ils vous font sentir mal de ne pas connaître ces termes-là, puis qu'ils ne comprennent pas que vous avez une valeur ailleurs, parce que moi, je comprends très bien mes usines puis mon industrie, ben, tu sais, c'est peut-être pas le bon match pour vous. Fait que laissez-vous pas intimider, puis je pense que tout le monde peut lever de l'argent, même avec peu de connaissances. Frédéric, en quelques secondes, parce que là, on a un autre panel qui commence. Écoutez, très rapidement, comme Samuel l'a dit, et puis Myriam, allez chercher tout l'argent qu'il y a de non dilutif par les gouvernements. Il y a des beaux programmes d'aide. C'est relativement facile à avoir les subventions salariales. Allez chercher l'argent. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marcos Pereira. Je suis conseiller en financement pour Montréal Inc. Je suis là pour animer notre dernier panel de la journée. Donc, c'est une vision vraiment à l'horizon pour les entrepreneurs qui sont en démarrage et les entrepreneurs qui sont à la recherche de financement. Donc, c'est et après les opportunités et next step. Donc, j'ai avec moi Éric Labelle de la Banque nationale, Mike Lee de Fondica, Isaac Soigny de Hill Ventures, Lynn McDonald de Famesor. Donc, le but, c'est vraiment de poser des questions qui vont amener un peu la réflexion sur et après COVID. C'est sûr qu'on a passé pour une étape assez difficile, beaucoup de gestion des cash flows. Maintenant, c'est de voir est-ce qu'il y a des opportunités, est-ce que les financements ont changé, est-ce que les critères ont changé aussi, et qu'est-ce qui s'en vient pour la relance économique. Donc, je vais commencer par un tour d'écran. Vous pouvez peut-être vous présenter rapidement et parler de votre rôle aussi dans votre organisation. Et c'est quoi votre organisation? Qu'est-ce que vous faites dans l'organisation? On va commencer par Mike Lee. Oui, bonjour, merci Marcos. Donc, moi, je suis président de Fondica. Fondica, c'est un outil de recherche de financement qui effectivement aide les entrepreneurs à identifier les meilleures sources de subventions, crédits d'impôt, garantie de prêts et équité. Et on utilise différentes approches et technologies pour avoir vraiment les meilleurs résultats possibles pour les entrepreneurs. C'est quelque chose qu'on a lancé, l'entreprise comme telle a commencé il y a 3 ans et l'idée a commencé beaucoup avant ça. Et aujourd'hui, on est vraiment l'outil que je vois est le plus utilisé au Canada pour identifier différentes sources de financement disponibles. Parfait. Merci beaucoup, Lynn. Et toi? Moi, je suis directrice régionale chez Famesor sur le territoire de Montréal. Nous, Famesor, c'est un fonds dédié aux femmes entrepreneurs qui ont... Le critère, c'est d'avoir 25% du capital action et plus et d'être dans un poste stratégique. On a une enveloppe de 19 millions en prêt et une enveloppe avec des jardins capital en équité, mais on ne fait pas beaucoup d'équité. On a 400 entrepreneurs femmes en portefeuille. Nous sommes à travers le Québec, les 17 régions du Québec. Et c'est ça, on offre du financement et beaucoup de services d'accompagnement. C'est vraiment notre marque de commerce. Super. Isaac? C'est Isaac de Real Ventures. Je suis un associé là depuis 3 ans. On fait de early stage venture capital, pre-seed, seed, acceleration, directement avec Founder Fuel, avec Techstars, avec Front Row Ventures. Alors, on est très grassroots, c'est first check investors, 330 million under management.
on investit primairement dans Québec et Ontario. Pour moi, le focus, c'est juste Québec avec notre stratégie de Orbit, c'est focus on Montréal. Et secteur agnostique, on fait toutes les technologies comme deep tech, marketplace, fintech, software, etc. Et je suis heureux d'être ici avec vous. Excellent. Merci beaucoup de votre participation. On a perdu Eric Labelle. Je pense qu'il va arriver dans quelques minutes. Caroline essaie de régler les problèmes techniques. Donc, Mike Lee, peux-tu nous parler un peu de la situation actuelle en termes de prêts, des mesures qui ont été lancées, la situation actuelle aussi en termes de programmes et mesures? Et est-ce qu'il y aura d'autres, peut-être, selon toi, des mesures qui vont être annoncées pour les startups? Oui, donc effectivement, je pense qu'on est dans la période où il n'y a jamais eu autant de subventions, prêts, crédits d'impôt. La première vague était vraiment fin mars, début avril. Il y a beaucoup de programmes qui ont été annoncés. Je dirais, dans la première vague, c'était principalement pour les entreprises de moyenne et grande taille. Beaucoup d'emphase sur les subventions, les subventions effectivement des salaires. Pour des entreprises qui avaient déjà une masse salariale importante. Ce qu'on commence aujourd'hui, et je crois qu'il va y avoir beaucoup de programmes qui vont être annoncés dans la deuxième vague. Et dans cette deuxième vague, c'est plutôt pour la relance. Et on va voir plus de programmes, je crois, pour les petites entreprises et les startups. Donc, l'idée maintenant, c'est on relance, on recommence l'économie. C'est temps de vraiment foncer et remettre tous les systèmes en place pour que les entreprises de petite taille, comme les startups et les grandes entreprises, peuvent vraiment accélérer leurs activités. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'opportunités, mais effectivement, il y a beaucoup de programmes qui sont destinés carrément pour certains secteurs et pas énormément jusqu'à aujourd'hui pour le secteur des startups. Par contre, ça vaut la peine de voir s'il y a quelque chose pour chaque entité. Et même à ça, il y a normalement certains programmes qui sont disponibles pour des jeunes entreprises ou des startups. Super. Et toi, Lynn, de ton côté, pour les femmes, comment Femmes et Sœurs a pu appuyer en fait les femmes pendant cette période de crise? Est-ce qu'il y a des programmes qui ont été mis en place? Pourrais-tu nous en parler un peu plus davantage? Oui, bien, nous, on n'a pas reçu d'enveloppe, mais on a quand même, premièrement, offert des moratoires sur le capital et l'intérêt à nos entrepreneurs. Mais là, on s'est mis vraiment en mode action de les accompagner. On a commencé, vous avez peut-être trouvé ça bizarre, mais avec des séances de verbalisation. On a eu 160 femmes qui sont venues parler parce que c'était un gros choc de vivre cette crise-là. Après ça, on leur a offert, on a un service de brigade, 65 expertes et experts qui se sont rendus disponibles pour donner des heures, pour aider les femmes à revoir leur plan d'affaires, à comprendre les programmes gouvernementaux. On a eu 200 échanges entre des entrepreneurs et des experts. On a eu une série avec Danielle Henkel, avec des femmes inspirantes qui sont venues vraiment parler de leur situation, comment elles pivotaient, comment elles changeaient. Puis ça a donné énormément d'inspiration à celles qui étaient un petit peu figées, parce que c'est sûr que c'était un gros choc. Donc, on a eu beaucoup d'activités et on a fait un sondage pour réaliser qu'est-ce que nos femmes avaient besoin. Ce qu'elles avaient besoin, c'est de faire un virage numérique et aussi mieux comprendre tout ce qui est état financier, gestion financière. Donc là, on a travaillé avec l'Ordre des CPA pour préparer 4 webinaires qu'on a commencé justement sur les tableaux de bord, lire un état financier, les ratios, etc., la gestion de crise. Donc, on est vraiment en train de les amener. Notre prochaine étape, on a des outils pour travailler avec elles. Donc, c'est comme ça qu'on a parti. Excellent. De ton côté, Isaac, peux-tu nous parler un peu de la situation actuelle du marché du capital de risque à Montréal? Oui, OK, c'est le tough time pour tous, les startups et les VCs aussi. Mais ça dépend pour les compagnies, mais ça dépend sur ton marché. On a dans notre portefeuille, on a like 10-15%
qui a une vraie opportunité now de croissance, de like take advantage of the market parce qu'il fait de video commerce ou last mile logistics, les choses comme ça. Et il y a un autre 15, 20, 25% qui est vraiment like, c'est pas les bonnes nouvelles, on est dans travel, entertainment, événements et les choses comme ça, on doit faire quelque chose, on va couper, on va pivoter comme ça et il y a un gros groupe dans le son, à peu près 60%, qui n'est pas terrible news, mais pas la bonne nouvelle et il faut juste couper un peu, extend the runway, assess the market, but don't take any emergency action. So pour un startup, il faut savoir on est où et le marché, les nouvelles et le futur. Est-ce que ça c'est bon pour nous, ça c'est mauvais, ou qu'est-ce que, how do we view the market? It's like often there's a lot of advice given to startups, but the advice is one size fits all. But like chaque startup a leur situation, so il faut savoir pour nous, pas pour le monde. Et pour les VC, ça dépend pour la plupart combien de dry powder vous avez. Si vous avez levé un fonds la dernière année et vous avez beaucoup de dry powder, tu peux faire des investissements, double down, take new deals because the prices are going down about 30%. But si tu as dans la dernière année de ton fonds, tu as levé un fonds de 2016, 2017, so then you're going to be going much more slowly. So pour les VCs et pour les startups, ça dépend on a specific situation. Where are you and how are you going to act as a result? And you can't, don't look over your shoulder and see how she's doing or how he's doing, your situation and how you're going to approach it. Super. Et une question pour vous, les trois, en fait. Quels sont, selon vous, les grands défis pour les startups qui sont en ce moment de relance économique? En fait, on parle qu'on a passé, disons, une phase où les stress étaient à un très haut niveau, on avait une forte gestion de cash flow, mais là, on a eu des mesures qui sont rentrées par les gouvernements. Là, il y a des compagnies qui sont financées pour résister pendant les prochains mois. Mais quels sont, selon vous, là, les grands défis pour les startups qui sont en démarrage, qui sont pre-seed, seed, et aussi qui sont même à la recherche de financement et en vue de cette relance économique? Oui, si je peux. Marco, je pense que c'est une excellente question. Pour continuer avec ce qu'Isaac disait, je crois que ça dépend vraiment de l'entreprise, à quel stade ils sont, l'argent qu'ils ont et dans quelle industrie ils sont. Donc, pour certaines entreprises, c'est le temps de foncer. C'est vraiment ça. C'est vraiment le marché va être réouvert. Là, ça va bien. Ils vont être capables de vraiment foncer. Pour d'autres entreprises, c'est le temps de encore être très conservateur, de voir qu'est-ce qui est possible avec l'argent qui reste en compte. Et pour certaines entreprises, peut-être aussi le temps de dire c'est le temps de changer de business, c'est le temps de faire quelque chose de différent parce que effectivement, le marché qu'on avait il y a 3 mois, c'est pas le même marché aujourd'hui. Et on sait que même s'il y a ça revient plus ou moins normal, il y a des business qui vont être plus difficiles que ça l'était il y a 3 mois et ça va être pendant des années que ça va être difficile. Donc, c'est temps de vraiment être clair de ce qui est possible pour certaines entreprises, pour certaines idées, pour certains startups et de prendre le bon chemin par rapport à ça, d'après moi. Je suis d'accord parce qu'on a des entreprises en portefeuille qui bénéficient là, en ce moment, là, tout ce qui est alimentaire, etc., puis sont allés chercher du cash, sont en train d'investir, puis ils ont le vent dans les voiles, c'est extraordinaire. On a d'autres qui ont pivoté à cause des besoins de masques, puis de gel, etc. Donc, ça aussi. Mais celles qui sont dans l'événementiel, le tourisme, tout ça, ils ont une réalité qu'elles ne savent pas quand est-ce que ça va revenir. Donc, c'est vraiment du cas par cas.
Puis c'est une question, je pense, le cash, là, puis de gérer l'ambiguïté de qu'est-ce qui s'en vient. J'investis pas, à quel rythme. C'est vraiment difficile de moduler quand on ne sait pas qu'est-ce que... Il y a des économistes qui disent que ça repart en 2021, puis il y en a d'autres qui disent en 2023, en dépendant de la deuxième vague et de l'impact sur les consommateurs. Donc, c'est vraiment toute cette incertitude-là qui fait que c'est pas évident pour elle de savoir accélérer ou freiner ou quel rythme prendre ou réinvestir ou réembaucher. C'est vraiment une situation d'incertitude qu'on n'a jamais vraiment vécu dans les cycles. Il y avait des cycles qu'on connaissait, mais là, c'est une pandémie. Donc, on est dans quelque chose de complètement nouveau. De ton côté, Isaac, c'est quoi ta vision? Je suis en accord avec ça. Je vais juste ajouter quelques points de founder mindset. C'est la question de vitesse. L'avantage d'une startup, le seul avantage, normalement, c'est vitesse. So, ça ne change pas dans une pandémie. Il faut faire quelque chose quickly. Si tu veux pivoter, faire un pivot ou faire un test ou quelque chose, si tu veux couper, coupe ça. You can rehire them. So you cannot be in a pandemic or in a crisis. It's very easy to be paralyzed because you don't know what to do. You still need to act quickly because that's what startups do. La deuxième chose, c'est la question de peur. Tout le monde a maintenant la peur. On a peur de le futur, qu'est-ce qui se passe, etc. Et la peur, that is what makes it impossible to act because you're afraid. And so you have to manage your fear and act not out of fear, but out of some internal calm, si c'est possible. Et la troisième chose, c'est la question de l'optimisme. Les startups, les entrepreneurs sont toujours les optimistes et c'est bon, il faut avoir un bon rêve et une bonne idée pour le futur, mais trop d'optimisme dans une situation comme ça ne vous aide pas. Il faut être un réaliste et you want to hope for the best but plan for the worst. So it's very hard to act in these times. C'est pas juste les actions, mais c'est le mindset. If you can have the right mindset, maybe you succeed, maybe you don't, but you really have to think about your mindset and why are you doing what you're doing. Je juste ajoute ça dans le discours. Excellent. Eric, est-ce que tu es avec nous? Oui, enfin. Content que tu sois revenu. Oui, merci. Bon, on n'a pas l'image, mais on a l'audio, mais on va procéder comme ça. OK. On a pris l'occasion de te présenter. Donc, peux-tu juste parler de ton rôle à la Banque nationale, en fait, et quel est l'impact, et on profite aussi pour aller dans quel est l'impact réel, selon toi, de cette crise pour les startups? Pour les startups, OK. Mais en fait, moi, mon rôle est je fais partie du groupe de financement spécialisé en technologie et en innovation à la Banque nationale. Et mon rôle est d'accompagner les startups dans leur quotidien, que ce soit en fait en termes, pas simplement en financement, mais aussi en mise en relation, en stratégie, en conseil. Donc, on a un panel de beaucoup d'experts spécialisés en financement divers, comme par exemple le financement des revenus récurrents, crédit d'impôt, tout ça, mais mon rôle, c'est spécifiquement les startups. Et pour répondre à ta question, pour les startups, c'est clair que je vois au niveau des startups des impacts de la crise de COVID, autant sur, par exemple, les flux de trésorerie, les accès à des investissements et des liquidités, des retards sur la commercialisation et les approvisionnements. Mais ce que je vois surtout, ça rejoint un peu ce que disait mon collègue Isaac, je vois beaucoup plus d'opportunités, en fait, parce que les entreprises ont besoin d'être agiles. Et les startups, par rapport à une grosse entreprise, ont beaucoup plus de facilité à devenir agiles et de pouvoir se réinventer puis mettre en place des nouvelles stratégies rapidement. Mais par contre, il faut toujours faire très attention, c'est
comme le mentionnait Twinvo, ma collègue en mot d'ouverture de la conférence aujourd'hui, l'idée, c'est pas de tout repenser, tout redéfinir sa stratégie au complet. Il faut rester intègre, il faut être wise, il faut être intelligent, et puis simplement se réajuster rapidement. Je pense que le COVID a aussi été une belle opportunité pour des entreprises de faire ces ajustements-là, pour les startups. Et puis, on en a accompagné plusieurs là, pendant la crise dans leur stratégie. Je pense par exemple à des startups qui ont profité de ces opportunités-là pour faire des rachats d'entreprises. Et puis même ce que je vois là, de ce qui se peaufine beaucoup en ce moment, c'est que les entreprises qui réouvrent leurs portes et qui réouvrent leurs activités ont besoin de pouvoir placer des grosses commandes puis de pouvoir placer des projets en fait qui sont intéressants. Donc les startups qu'on accompagne, il y en a quelques-unes qui commencent à recevoir des volumes de commandes assez volumineux et impressionnants. Donc on les accompagne là-dedans. OK, excellent. Et en ce qui concerne la relance économique à Montréal et au Québec, quels sont les scénarios économiques les plus probables pour l'après-COVID? C'est une question assez... C'est pour moi, ça? Ouais. Et ça, les autres qui veulent embarquer... Oui. Ben, c'est sûr que moi, je suis pas un économiste, hein, sauf qu'à la Banque nationale, on est accompagné par les meilleurs. Puis là-dessus, j'en profite pour dire que c'est pas pour rien que les ministres provinciaux de l'économie et des finances travaillaient à la Banque nationale avant. Ce que je peux dire, par contre, c'est que dans les dernières prévisions du Québec, donc, on parle d'une contraction de la croissance d'environ 8%. Puis c'est sûr que Montréal étant le noyau économique de la province, la majorité de ces impacts-là risquent de se voir et de se répercuter sur la région de Montréal. Mais reste quand même que la croissance au Québec a été supérieure au reste du Canada dans les 2 dernières années. Et je pense que ce qu'on entrevoit, c'est que fort à parier que l'après-COVID ne sera pas différent de ça, puis va nous permettre de nous relever rapidement. L'autre chose que moi, je vois dans mon portefeuille de clients, puis dans ce qu'on voit à la Banque nationale, dans nos partenariats, on a beaucoup d'entreprises étrangères qui sont en train d'ouvrir des filiales ici, des filiales locales au Québec, et qui vont créer beaucoup d'emplois puis d'injecter de l'argent dans notre économie. Fait que je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle que cette tendance-là. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose par rapport aux scénarios? Ben, il va y avoir une différence dans certains secteurs. C'est certain que il y a plus d'espoir pour le manufacturier. Le commerce de détail commence déjà à remonter un petit peu, mais tout ce qui est tourisme, tout ça, on a parlé tantôt, événementiel, ça, c'est encore tout ce qui est rassemblement. Ça risque, tout ce qui a un lien avec la distanciation risque de prendre plus de temps. Et s'il y a une deuxième vague, là, on va voir qu'est-ce que ça va donner aussi. Je pense que c'est ça le gros bémol chez les économistes, c'est la possibilité d'une deuxième vague. C'est tout pour le dire, oui. Je vais juste sauter sur ça pour redire que chaque compagnie, c'est pas dans tous les marchés, c'est juste dans un marché. Et dans ce marché, il y a des parties et il faut être dans la bonne partie. Et si ton coin, c'est pas bon, comme tourner et prendre une autre direction. So like, l'économie, c'est un problème pour le gouvernement et pour notre société. Mais pour les startups, il faut juste être focused sur your problem and really worry about that. Et aussi, je vais redire, être un réaliste, pas un optimiste. Et un réaliste, c'est que 2021 is going to be a tough year, most likely. So don't, on espère que everything will get better, but be ready for a very, very tough 18 economic months and, see if you can get your balance sheet in a position where you can weather the storm. Bon, les participants, est-ce que vous avez des questions pour nos panélistes? En attendant que les questions rentrent, en fait, dans cette crise, quel est l'impact de la crise dans vos propres programmes, services? Est-ce que vous avez dû pivoter, changer, s'adapter? De quelle façon? Moi, je peux peut-être parler rapidement pour la banque, là. Je vous dirais que la banque a toujours été présente pour les entrepreneurs, puis on a essayé de le faire beaucoup pendant la période de COVID aussi, puis on a travaillé étroitement avec le gouvernement fédéral pour la mise en place des différents programmes d'aide. Et la banque a continué tous ses investissements dans ses partenariats
et dans ces investissements aussi avec les accélérateurs et incubateurs pour les startups. Donc, moi, dans les programmes d'aide pour les entreprises que je soutiens, il n'y a eu absolument aucun changement. Au contraire, on a même eu des rapports de capital et tout. Donc, de notre côté, comme on a des partenariats assez forts avec les EDC, BDC, IQ et tout ça de ce monde pour les garanties de prêt, ces choses-là, et aussi avec les ventures comme Isaac, The Real Venture et les autres, le Panache et tout ça, le réseau de partenaires était d'autant plus intéressant pour pouvoir nous aider à soutenir les entrepreneurs. Je peux parler sur ça. Deux choses. Un, on est chanceux qu'on peut faire notre job totalement remote. On a juste fait notre première term sheet. We never met the founders in person, and on va leader un investissement avec un autre VC qui aussi, we've never met them either. So c'est vraiment possible. Et si tu es un startup, faut savoir que c'est possible de donner ton histoire, de build a relationship et de run a fundraising process remotely. C'est vraiment possible. C'est pas facile et il faut changer ton processus et ton mindset et toutes les choses. C'est possible de lever des fonds dans ce marché parce que it's just get on the phone and tell your story. So pas grand changement, less deal flow and working on less things. But pour les accélérateurs, et on a Founder Fuel, c'est un grand changement. On maintenant dans la deuxième semaine de Founder Fuel, et c'est complètement remote, les mentors, les événements, le group events. Et c'est aussi possible, mais c'est pas facile de faire les collisions et le culture building d'un programme without the physical presence. So for this part, c'est vraiment difficile, mais on a un nouveau GM de Katie Yam, elle et Sarah, the program manager, they've rebuilt the whole program to run remotely. So again, like tout c'est possible. Si tu as le besoin then you can do anything. You can run a complete remote accelerator. Et c'est la même chose pour les startups. Si tu as le besoin, tu peux faire pour la plupart ton business remote, je pense. Parfait. Ouais. Pauline? Nous, chez Femmes à Star, on couvre les 17 régions du Québec, donc on était déjà toutes équipées pour travailler chez nous. Donc, ça n'a fait aucun changement. On avait toutes les plateformes, c'est dans notre mentalité. On avait les outils. Celles qui couvrent des grandes régions sont habituées d'interagir avec des clientes à distance aussi. Donc, ça n'a pas été un gros changement chez nous. Au contraire, on était vraiment outillés pour le faire. Mais tantôt, quelqu'un l'a mentionné dans une autre session. Moi, j'étais en train de regarder puis finaliser les dossiers là, pour les amener à un comité d'investissement. Et je les avais rencontrés en personne. J'étais allée visiter leur emplacement avant la crise. Donc, ça va être intéressant de savoir comment on va opérer ce volet-là, d'aller voir les entreprises. Je sais qu'il y en a qui le font avec des caméras, etc. Mais c'est sûr que c'est pas la même chose, surtout qu'on est en train de bâtir une relation avec une entrepreneur, de ne pas pouvoir se rencontrer physiquement. On espère que ça s'en vient, là. Mais pour nous, ça s'est super bien passé de continuer à travailler et à fournir nos services. On était déjà là. Et toi, Mike? Oui. Et oui, pour nous, effectivement, le COVID nous a aidés. On a le volume sur notre site a triplé immédiatement. On a embauché dans les 60 derniers jours, on a embauché 5 personnes et on cherche à embaucher peut-être 1 ou 2 autres. On a des nouveaux clients. Différents gouvernements. On travaille maintenant aussi à l'expansion à l'extérieur du Canada. Donc, pour nous, c'est une bonne chose. Je sais que en tout, c'est pas une bonne chose, mais pour nous, c'était une bonne chose. Et c'était vraiment, on a aussi beaucoup profité des différents programmes gouvernementaux. Donc, c'était vraiment ça nous a aidé avec notre business. Parfait. Il nous reste quelques minutes à peine. Et là, on a une question d'un entrepreneur. Comment savoir quelle banque ou autre investisseur est le meilleur choix pour notre startup?
Très bonne question. Ah, c'est la bonne question. Si vous me Ben, permettez, si vous je êtes vais une répondre. femme, ça fait 20 ans qu'on a les femmes entrepreneurs à cœur, donc je pense et on est très stratégique aussi parce que les femmes achètent 80% des biens, donc c'est une joke, mais c'est pas une joke, là. On a vraiment notre place. C'est prouvé que pour une femme entrepreneur, d'avoir une femme gestionnaire de fonds au dossier, ça fait une différence. Donc, je vais dire, femme et sœur, si vous êtes une femme, on a un petit quelque chose. Mais sinon. Mais je vais parler, moi, évidemment, au nom de la banque, je vais parler aussi de mon côté entrepreneur de cœur. Je veux dire, quand vous faites le choix, regardez pas juste les tarifications en fait, que les banques vous offrent. Regardez aussi leur organisation, comment ils vont être capables de gérer de bout en bout et des équipes qui vont être capables de pouvoir prendre en charge vos demandes. C'est quoi leurs compétences dans votre domaine. De ça, regardez le réseau de partenariat. En fait, c'est ça le plus important. De pouvoir pivoter, être agile, faire les meilleures solutions, c'est à travers ces partenariats, ces experts, autant les internes que les externes. Quand vous choisissez une banque, regardez pas juste la couleur du logo, regardez ce qui est derrière et ce qui va avec. Super. Je peux ajouter quelques mots. Il faut faire ton devoir. Est-ce que tu peux m'entendre? Oui, on t'entend. Okay. Chaque VC a des différentes personnes, des stratégies, des stages, des focus areas, des technologies. Et dans un VC, chaque associé a leur focus, leurs intérêts. Et si tu prends le temps de faire ton devoir, tu peux faire ton outreach avec personalized outreach. Oh, j'ai vu que tu as fait ça et j'ai lu ton et à cause de ça, je pense que tu vas être intéressé dans mon compagnie. Ça, c'est une bonne approche. L'autre, c'est dear sir, I'm raising funds for my company. Would you like to invest? No. Fais ton devoir et comprends qui est. Oh non. Mais ça a coupé. Isaac? Oui, si je peux aller plus loin avec ce que Isaac dit. Isaac, En attendant, ce que je dirais, c'est ces temps-ci, c'est encore plus important avec qui il travaille. Comme la Banque nationale, une banque qui vraiment va être là, ou FMSA ou Real Ventures. C'est le temps où tu as besoin de travailler vraiment en partenariat avec les différentes sources de financement et les différents partenaires, effectivement, de croissance ces jours-ci. Surtout ces jours-ci avec les temps difficiles qui sont venus et qui vont probablement revenir un petit peu aussi. On a perdu Isaac. Je pense qu'il va venir. Donc, il ne nous reste plus de temps. Donc, je tiens à vous remercier pour votre temps, pour votre participation et vos réponses. On a Caroline qui va... Je vais laisser donc les mots de la fin à ma collègue Caroline. Oui, merci Marcos et merci à tous. On voulait d'abord nous excuser pour tous les petits problèmes techniques qu'on a rencontrés aujourd'hui. Je pense qu'on a voulu essayer une nouvelle plateforme, mais bon, on essaye, on découvre, et puis finalement, ça ne marche pas toujours. On a d'autant plus hâte de vous voir en événement physique, bientôt j'espère. Donc, avant de vous quitter, je voulais simplement vous parler d'une opportunité qu'offre Montréal Inc. à tous les fondateurs de start-up. C'est Marcos et Denis, nos super conseillers en financement que vous avez découverts aujourd'hui. Ils peuvent vous proposer leurs conseils si vous avez des questions. Tout simplement, prendre rendez-vous avec eux, c'est gratuit. On va vous envoyer un courriel avec les liens pour prendre rendez-vous avec eux. Donc, merci à tous et j'espère que vous avez passé un super bel événement avec nous.